Ok. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bonsoir tout le monde, chère audience, nos invités. Au nom de HEFI, Human Flourishing Engineering Institute, je vous remercie d'être présent avec nous ce soir et bienvenue à notre série de webinaires organisés par HEFI dédiés au bien-être. Et on aura l'occasion aujourd'hui et bien sûr périodiquement d'organiser des tables rondes à recevoir et recevoir aussi des experts dans la matière bien sûr du bien-être au niveau national et international. Avant de vous présenter notre cher panel et invités, permettez-vous, moi, de vous rappeler le sujet de notre table ronde. C'est le bien-être au travail, bien-être ou travail. Avec nos invités, nous allons répondre à un certain nombre de questions. Est-ce que le bien-être est une vérité ou un mythe? Le travail est-il antinomique au bien-être? Le bien-être pourrait-il source de productivité? Sommes-nous condamnés à souffrir pour bien produire? L'entreprise est-elle un lieu où l'on doit se sentir épanoui? Permettez-moi, avant de vous parler, que ces derniers temps, nous faisons face à une pandémie invisible, propagée silencieusement, ce qu'on appelle travailler à en mourir. Dans le jargon scientifique, on appelle karoshi. C'est un mot en japonais qui est apparu dans les années 1969, au début des années 70 au Japon et se propager dans le monde. Généralement, travailler à en mourir, on l'appelle aussi le karoshi. On trouve les principales causes de ce phénomène sont la pression managérielle, le management par objectif et le management par violence. On a passé aujourd'hui du management des hommes pour les hommes à la gestion des chiffres pour les chiffres. Aussi, il y a un autre phénomène que j'aime bien parler, on ne peut pas parler beaucoup, c'est bien sûr le phénomène des crises cardiaques et surtout le lundi matin, entre 7h30 à 8h et certains chercheurs disent entre 7h30 à 9h. Et vous imaginez le pourquoi du chose. Les statistiques montrent que la majorité qui subissent le karoshi ou la crise cardiaque du lundi matin sont malheureusement des cadres et des ingénieurs qui donnent beaucoup dans leur travail et ne reçoivent rien, ce qu'on appelle aussi le bullshit job ou le travail à la con. Nous sommes ici ce soir avec cette table ronde, tirer la sonnette d'alarme pour vous dire que l'organisation peut être un emploi de travail et d'épanouissement et non pas une place de mal-être et de misère. Je signale aujourd'hui et ici que notre audience aussi peut poser des questions sur notre plateforme. Sans tarder, je vais présenter notre panel ce soir. Avec nous, professeur Siraji Fatem Zahra, professeur chercheur en matière de les ressources humaines. Avec nous aussi, Madame Razek Sahra, responsable des ressources humaines dans un organisme public. Aussi avec nous, Madame Maïdar, responsable, Maïdar Fatem Zahra, responsable des ressources humaines dans une multinationale ici au Maroc. Et aussi, qui a pu nous rejoindre tardivement, Madame Samia Benchpron, chef de projet transverse chez Intelsia. On va commencer avec... bonsoir. 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 On va commencer avec professeur Siraji. Professeur, qu'est-ce qu'on entend par le bien-être au travail? Est-ce qu'il y a une seule définition, plusieurs définitions? Et comment on dit le monde de recherche dans cette pratique? Alors, bonsoir. Je vous remercie pour l'invitation. Ça fait vraiment plaisir de faire partie de ce panel. En fait, je remercie HFEI pour le choix en fait, de cette thématique parce que c'est une question centrale aujourd'hui, donc ça doit être une préoccupation majeure donc, pour les entreprises. Pour répondre à la question, est-ce qu'il y a une seule définition du bien-être? Effectivement, comme la quasi-totalité des concepts, il n'y a pas de définition consensuelle pour définir ce que c'est que le bien-être. Mais de manière très générale, je peux dire que le bien-être correspond à un état psychologique positif qui écarte les aspects négatifs de la santé mentale. D'accord ? Alors, je ne peux pas parler de définition sans revenir un peu à, je vais dire, l'historique et parler plutôt des différentes approches ou bien les différentes conceptualisations qui existent pour le bien-être au travail. Alors, déjà, au départ,
la première approche qui parlait du bien-être au travail, c'était une approche hédoniste. Et quand je dis hédoniste, c'est une approche qui renvoie à la maximisation du plaisir et l'évitement de la souffrance. Donc, l'objectif, c'est la satisfaction des désirs. Là, on est en train de voir le bien-être comme étant une simple maximisation du plaisir, instantané généralement, et on ne considère le bien-être comme étant, ou plutôt, on ne considère un individu comme étant dans un état de bien-être que quand les manifestations, bien les aspects positifs, en fait, l'emportent sur les manifestations ou bien les aspects négatifs. Alors, il y a un problème lié à cette approche, parce que déjà, on porte beaucoup plus de l'importance aux aspects négatifs qu'il faut éviter, d'accord? Donc, on a une certaine concentration sur des dimensions négatives. Le deuxième problème, c'est qu'on mesure le bien-être par l'absence du mal-être. D'accord? Alors qu'on ne peut pas prétendre qu'une absence de mal-être signifie qu'on est dans un état de bien-être. Je prends le même exemple pour la santé physique, par exemple. Je ne peux pas dire que dans l'absence de pathologie ou bien de maladie, ça ne veut pas dire qu'on est en bonne santé. D'accord? Donc, cette vision hédoniste, moi, je pense que c'est une vision qui a créé un peu a créé une certaine confusion. Cette vision hédoniste a nourri un certain nombre d'idées reçues, d'accord, sur le fait que on ne peut pas associer le bien-être au travail. D'où, en fait, la question centrale de ce webinaire. Est-ce qu'on peut dire bien-être au travail ou bien bien-être au travail? Donc, dans la vision hédoniste, on dit qu'on ne peut pas associer les deux, plus ou moins. C'est tout à fait logique parce que quand on va considérer que le bien-être est, euh, correspond à une maximisation du plaisir, bien sûr, le travail dans ce cas-là ne serait pas un lieu où on peut maximiser le plaisir. Et bon, si on va être à la recherche de plaisir instantané, à la recherche de la satisfaction des désirs, on ne va pas être au travail. Et du coup, je pense que c'est parmi les éléments qui ont retardé un peu l'intérêt des sciences de gestion pour cette question du bien-être au travail. Alors là, on était dans l'approche, comme j'ai dit, l'approche hédoniste. D'accord? Le tournant dans l'histoire, c'est quoi? Le tournant dans l'histoire, c'est le courant de la psychologie positive. Alors, le courant de la psychologie positive a permis d'imposer une certaine clarification conceptuelle par rapport au bien-être de manière générale et bien sûr, donc, ça touche également le bien-être au travail. Cette clarification fait qu'on est passé d'une approche hédoniste à une approche qu'on appelle eudémonique. Alors, cette approche eudémonique privilégie la réalisation personnelle, privilégie l'accomplissement, privilégie l'harmonie de relations avec autrui. Et donc, on n'est plus dans la définition du bien-être en tant qu'une maximisation du plaisir, et on est passé plutôt au fait de considérer que le bien-être privilégie plutôt une réalisation personnelle, un accomplissement et une harmonie dans les relations avec autrui, etc. Alors, si on va faire référence à la définition de la santé mentale, telle que définie aujourd'hui par l'Organisation mondiale de la santé. D'accord? C'est une définition qui a été donnée en 2004 et qui considère que la santé mentale est un état de bien-être, d'accord, dans lequel l'individu ou la personne peut se réaliser, peut surmonter les tensions normales de la vie, peut accomplir un travail productif et peut contribuer à la vie de sa communauté. Et donc, dans ce sens, on considère que la santé mentale, c'est un fondement du bien-être de l'individu et du bon fonctionnement de la communauté. Alors, puisqu'on a parlé de la psychologie positive, permettez-moi de faire référence à un modèle qui est le modèle PERMA. Alors, PERMA, c'est l'acronyme donc fait référence aux composantes du bien-être.
C'est un modèle qui a été développé par Martin Seligman, qui est l'un des fondateurs du courant de la psychologie positive. Et on considère le PERMA comme étant, comme j'ai dit, ça présente en fait les composantes de la théorie du bien-être. Alors, le P correspond aux positive emotions, donc on parle des émotions positives. Le E, c'est engagement. Le R, c'est relationships, on parle de relations. Le M, c'est le meaning ou le sens. Et le A, c'est pour achievement. Donc, on est dans l'accomplissement. Alors, justement, pour revenir à la question centrale de ce webinaire, est-ce qu'on peut parler de bien-être? Est-ce qu'on peut associer le bien-être au travail? Si on va essayer d'examiner un peu ces composants du bien-être, que ce soit donc les émotions positives, l'engagement, les relations, le sens et l'accomplissement, ce sont tous des éléments qu'on peut retrouver en lieu de travail. Et donc, pourquoi ne pas parler du bien-être au travail? En fait, on doit parler du bien-être au travail. Si je vais revenir sur cette question de positive emotions, ça ne veut pas dire qu'on va écarter toute, ou bien qu'on va éviter toute émotion négative, d'accord? Quand même, on est en train de mener une vie réelle, donc le négatif, ça existe, et peut-être le négatif va être bénéfique en quelque sorte. L'idée, c'est qu'il faut garder un certain équilibre à travers le respect d'un ratio. Les recherches ont démontré que pour un contexte organisationnel, on doit avoir un ratio qui varie, en fait, c'est le fait d'avoir plutôt 5 émotions positives pour 2 émotions négatives. D'accord? Donc là, c'est le ratio pour le contexte organisationnel. Si on va parler de la deuxième composante du modèle PERMA, on est dans le E, qui est engagement. Et là, je fais référence à la théorie du flow. Et la théorie du flow, ou bien l'expérience optimale, c'est la théorie du psychologue Mihaly Csikszentmihalyi, et qui présente en fait cet état d'expérience optimale ou bien de flow quand on est tellement absorbé par ce qu'on fait, par une activité ou par une tâche, on est tellement concentré sur ce qu'on fait qu'on perd la notion du temps, qu'on se détache un peu de tout ce qui nous entoure. Donc, on est vraiment en train, on est dans un état de concentration maximale donc, par rapport à ce qu'on fait, par rapport à nos activités, par rapport à l'activité qu'on fait. Justement, c'est le cas, par exemple, des artistes. Un artiste qui est en train de dessiner un tableau, ou bien un musicien, ou bien je sais pas, un professeur qui est en train d'expliquer ses idées, on se retrouve vraiment très emporté par ce qu'on fait. Pour y arriver, justement, il faut que ces activités qu'on est en train de faire soient en cohérence ou en harmonie avec notre personnalité, avec nos qualités, nos forces et nos vertus personnelles. Si on va passer à la troisième composante qui est relationships, on parle des relations. Alors, le travail, effectivement, présente une opportunité pour avoir des interactions sociales. Et du coup, pour le meaning, la même chose. Donc, on peut avoir un sens à travers le travail. La même chose pour l'accomplissement. C'est à travers le travail qu'on peut faire des réalisations, des réussites, des succès, etc. Et donc, au final, on peut dire que toutes les composantes, ou bien tous les ingrédients du bien-être, on peut les avoir en lieu de travail. D'accord? Et donc, là, on doit dire que, en fait, c'est une obligation d'avoir effectivement le bien-être, ou bien de parler du bien-être au travail. Alors, il y a une question, surtout par rapport au R, il y a malheureusement une certaine dégradation des relations sociales au milieu de travail qui est à l'origine de plusieurs problèmes, qui est à l'origine de la souffrance psychologique de plusieurs personnes donc, au milieu de travail. C'est soit entre collègues, mais surtout quand il s'agit de relations avec le supérieur hiérarchique. Là, c'est un élément auquel on doit porter ou bien sur lequel on doit porter un certain focus. D'accord? Et donc, pour revenir un peu, c'est que la relation entre collègues est très importante pour accroître le bien-être au travail, c'est ça?
Oui, on parle de manière générale de relations avec les collègues, mais également avec le supérieur hiérarchique. Très bien. D'accord. Alors là, on était un peu sur un volet plutôt concentré sur la psychologie, tout à fait normal, puisqu'on parle d'une question euh, qui est en relation avec le bien-être. Mais pour revenir un peu aux sciences de gestion, je peux dire que plusieurs recherches qui ont été effectuées ont démontré que le bien-être au travail a un effet sur plusieurs comportements, attitudes ou bien des résultats au milieu de travail. Principalement, je cite la créativité, la qualité du travail, la performance individuelle des salariés. Je fais référence également à la productivité organisationnelle, etc. Et ça peut aller même jusqu'à la satisfaction du clientèle. Donc, il s'est avéré que le bien-être des salariés impacte également donc la satisfaction du clientèle. Si on va essayer un peu de résumer, on peut dire que la relation entre le bien-être et le travail, c'est une relation qui va dans les deux sens. Alors, le bien-être va avoir un impact sur les résultats, sur les comportements au travail, et vice-versa, tout ce qui se passe donc au milieu de travail va avoir un impact sur le bien-être. C'est pour toutes ces raisons, en fait, qu'aujourd'hui, cette question du bien-être au travail est devenue une question très importante pour la fonction RH, que ce soit du côté recherche, mais également donc, du côté entreprise. La preuve, je donne un tout petit exemple, c'est qu'aujourd'hui, un nouveau poste a été créé. Exact, oui, c'est le poste de Chief Happiness Officer. Et ce n'est pas uniquement au niveau des entreprises à l'international, il y a des entreprises au Maroc qui, effectivement, ont créé ce poste. Et ça témoigne de l'intérêt majeur que commence à avoir cette question. Et en fait, c'est tout à fait logique. Effectivement, ça doit être une préoccupation centrale. Voilà. Merci, professeur Fatem Zahra, pour votre intervention en expliquant bien sûr la définition que vous avez dit qu'il n'y a pas une seule définition pour le bien-être au travail. Et le bien-être au travail est un facteur très important pour la productivité. Et vous avez parlé des courants, la philosophie qui était courante, bien sûr, on parle de l'hédonisme, qui est la recherche de maximiser le plaisir. Et après, vous avez parlé qu'il y a un courant L'hédonisme. qui est bien sûr la psychologie positive, qui parle du PERMA qu'on peut bien sûr, qui peut contribuer bien sûr à l'augmentation, la croissance bien sûr du bien-être au travail. Maintenant, je vais passer à une autre question, non pas à professeur Fatem Zahra, mais à Madame Maïda Fatem Zahra, puisqu'elle représente le secteur privé. Donc, Madame Fatem Zahra, en capitalisant ou parlant de ce que dit la recherche, parlez-nous de votre expérience professionnelle et votre perception personnelle au niveau de ce qui est le bien-être dans votre entreprise. Est-ce que vous partagez la même chose ou vous avez une perception différente que professeur Siraji a dit? Donc, avant de commencer, bonsoir Amine, bonsoir chers participants et participantes. Je remercie l'Institut HFE pour l'invitation. Ça fait plaisir de vous retrouver ce soir et j'espère que tout le monde va bien, surtout en ces périodes difficiles qu'on vit tous. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ce que a expliqué Madame Fatem Zahra. Elle a donné, tabarakallah, une définition qui est très complète. Anna, plus ou moins, je vais parler de mon expérience professionnelle et de mon point de vue. Personnellement, je crois que le capital humain est le capital le plus important pour une entreprise. Le bien-être est un levier de performance et sans ce bien-être ou bien ce levier, l'entreprise, elle ne peut pas satisfaire ses clients, elle ne peut pas atteindre ses objectifs financiers et de développement. Donc, un environnement professionnel où les salariés et les employés se sentent valorisés, protégés, écoutés et impliqués est un environnement qui est propice au bien-être et qui, évidemment, permet de prévenir des risques
psychosociaux qui sont le résultat d'une manifestation aiguë de stress, de violence et d'épuisement. Donc, comme vous avez cité, aujourd'hui, je représente le secteur privé. Je travaille dans une multinationale et comme plusieurs multinationales, le sujet du bien-être est un sujet qui est clé et centre de l'intérêt du top management. Donc, au niveau mondial, nous avons une politique qui nous permet de bien travailler sur ce sujet de bien-être et bien évidemment qui est adapté dans chaque pays selon les cultures et selon les mindsets de chaque environnement. Donc, par exemple, ici au Maroc, la chose la plus importante dans laquelle on croit que le bien-être des salariés commence déjà par un management qui est bienveillant et qui est participatif. Euh, si, Même si on va organiser des événements, bien des initiatives, des team building et tout, si le management, s'il n'y a pas une culture d'écoute et de bienveillance, les activités, elles vont être juste des actions vides, sans âme et qui ne sont pas sincères. Donc, la première des choses, c'est ça, c'est le management et les collaborateurs, ils sont dans le même bateau. C'est-à-dire que nous avons mis en place des initiatives qui permettent l'accès des collaborateurs directs au management. Et par exemple, nous avons une initiative qui est mondiale qui s'appelle Call Me by My First Name, c'est-à-dire que nous n'avons pas les titres monsieur, madame. Chacun, il appelle c'est-à-dire on s'appelle entre nous par notre premier prénom. Il n'y a pas Même de avec le patron, formalité. le boss, Oui, le oui, patron, même avec le CEO de la boîte mondiale, c'est-à-dire on s'appelle par notre prénom pour C'est le cas effectivement casser, ici. ouais, pour effectivement Et on se casser tutoie. voilà, on se tutoie, parce que en fin de compte, on travaille dans la même boîte, tout le monde est indispensable. Donc, c'est la première des choses qu'on a fait. Après, ici au Maroc, on a aussi installé ce qu'on appelle Open Doors Policy. Je m'excuse parce que la majorité des termes, ils sont en anglais, vu qu'on est une multinationale, mais je vais faire de mon mieux pour traduire en français. Donc, l'Open Doors Policy, c'est une politique de porte ouverte, c'est-à-dire voilà, c'est-à-dire que l'employeur, il peut à chaque moment venir parler avec le directeur, c'est-à-dire le directeur, je parle de N+3, N+4, il peut venir parler, discuter, soit discuter des choses qui dérangent, soit partager des succès et des réalisations. On a aussi instauré une initiative qui s'appelle Let's Connect. Là, cette initiative, c'est un rendez-vous, c'est une pause café où le directeur général et le directeur général adjoint rencontrent deux salariés une fois par semaine pour un petit peu se connaître, pour parler de leurs intérêts hors travail, pour parler de leur famille, leurs passions, etc. Et c'était très, très intéressant parce que ça nous a permis de découvrir des intérêts en commun et aussi de venir avec des idées pour soit le business, soit pour la vie personnelle. Donc, il y a aussi côté formel des réunions qu'on fait trimestriellement que font le management pour partager les objectifs, pour partager les réalisations, pour célébrer les réalisations du trimestre et de chaque département avec le reste des départements. Dans ce même cadre de bienveillance et de communication, nous avons aussi instauré ce qu'on appelle des newsletters qui vont d'une manière trimestrielle à l'ensemble des salariés, dans lesquels les salariés partagent c'est-à-dire écrivent des articles et partagent des nouvelles, et aussi dans lequel on fait un interview à chaque fois avec un salarié pour le connaître plus et pour un petit peu l'introduire plus au reste du personnel. Donc, pour nous, cette culture de bienveillance et de communication, elle est très, très importante et pour nous, c'est le premier pilier. Après, bien sûr, on la consolide avec d'autres activités, comme plusieurs entreprises d'ailleurs, c'est-à-dire on organise des team building. L'idée, c'est qu'on essaie de multiplier les moments d'échange social. Et déjà, on commence par un local qui est bienveillant, c'est-à-dire des spacieux où chacun est à son environnement, où bien sûr les conditions d'hygiène et de sécurité ils sont respectées en collaboration avec le médecin de travail, où l'ergonomie elle est respectée,
parce que le bien-être déjà commence par un bien-être physique. Après, on se développe vers le mental et vers le bien-être psychologique. Donc, mis à part les événements, on organise aussi des événements qui lient les salariés avec leur famille, ce qu'on appelle le Family Day, c'est-à-dire chaque salarié il invite sa famille autour d'un buffet, autour d'un thème, où on parle, on papote, etc. On se connaît l'un et l'autre. Donc, il y a aussi, on a introduit l'année dernière une initiative qui était très, très importante pour ce qu'on appelle l'entrepreneuriat team. Ce sont une équipe transversale de salariés qui se sont regroupés pour un petit peu étudier les challenges que l'entreprise rencontre. Que ce soit, ils ont bien évidemment choisi les sujets, ça n'a pas été imposé par le management, ils ont choisi sur quoi ils veulent travailler et c'était une équipe transverse de la finance, marketing, sales, etc. Donc ils se regroupent, ils se travaillent, ils font du brainstorming, donc ça a poussé un petit peu les gens de découvrir ce que font les autres et aussi d'être un petit peu de participer à un niveau plus c'est-à-dire hors ce qu'ils font d'une manière La, quotidienne. la question qui se pose, désolé pour Bien interrompre, sûr. est-ce que ce que vous faites dans votre entreprise, est-ce que c'est quelque chose dicté par, je dirais, le siège régional ou international, ou c'est une initiative des ressources humaines ici au Maroc? Ça veut dire, est-ce que vous adaptez les choses ou c'est quelque chose qui est dicté? Parce que c'est très important. Et aussi, la deuxième question, c'est est-ce que l'impact, ce que vous faites, vous le visualisez, vous le sentez et bien sûr, vous le chiffrez en fin de mois? Pour votre première question, comme j'ai dit au début, il y a un cadre, il y a une politique qui est globale. Mais Mhm. la déclinaison de cette politique, elle dépend localement de chaque RH et de chaque direction générale, on peut dire. Parce que la mentalité marocaine, c'est pas la même chose qu'en La Allemagne ou mentalité bien qu'en chinoise, par Turquie ou exemple. chinoise. Donc, bien évidemment, il faut bien adapter les choses pour que le salarié se sente qu'il est concerné et qu'il n'est pas juste un truc qui est importé et prêt à porter et puis c'est bon, juste pour satisfaire des objectifs en fin d'année. Donc, les valeurs et les principes, ils sont globaux, mais la déclinaison et comment ils sont matérialisés dans la réalité, ils diffèrent de chaque pays. Bien sûr, comme le Call Me by My First Name initiative, elle est globale, mais tout ce qui est événements et tout ce qui est contenu des événements, ça diffère de chaque pays, bien sûr. Donc voilà, ici au Maroc, on s'adapte avec la mentalité. Aussi, on est à l'écoute de nos salariés parce que il y avait des fois des initiatives où les salariés ils étaient pas très très réactifs avec nous, donc il fallait bien les écouter, il fallait s'adapter et il fallait aussi faire maroccaniser les choses, comme on dit. Votre deuxième question, c'est par rapport l'effet de Mhm. cette culture de bien-être. Oui, évidemment. Heureusement, on est une équipe de moins de 100 personnes, donc on peut très bien spécialiser le traitement pour chaque salarié, etc. Et aussi, je peux, autant que RH, discuter et entretenir des relations proches avec les salariés. Donc, j'ai un feedback sincère. Et vraiment, ça booste la productivité, ça booste le moral, ça booste aussi le sens d'appartenance parce que l'entreprise, je remarque par exemple quand l'entreprise, elle organise des événements de bienfaisance et des œuvres de charité, les salariés, ils sont là, ils participent, ils veulent représenter la boîte et ça fait toujours plaisir. Donc, pour moi, je crois vraiment et fortement qu'un salarié qui est bien dans sa tête, qui sent que l'entreprise a le souci de le rendre
qui Très vient, bien. c'est-à-dire voilà, qu'il vient au bureau et qu'il se sent qu'il est apprécié, qu'il est écouté et que son bien-être il est important. Bien sûr que c'est un salarié qui est plus productif, qui prend des initiatives comme l'entrepreneuriat team dont je vous ai parlé. Et bien sûr, ça se chiffre en dernier, le dernier du mois, c'est très clair. Très bien, Madame Fatem Zahra. Bien évidemment, j'ai beaucoup de questions parce que c'est très intéressant que vous avez mentionné, surtout bien sûr en termes d'adopter et d'adapter la culture du bien-être ici au Maroc. J'ai beaucoup de questions, mais on va Bien passer bien sûr. sûr à notre cher invité. Maintenant, ma question est à vous, Madame Razek Zahra. Et parce que vous êtes la seule ici que représente le secteur public, l'engouement, bien sûr, a une réputation, pas dire une mauvaise réputation, où les gens ne vivent pas le bien-être et ils ne sont pas, bien sûr, épanouis. Est-ce que, après ce que vous avez entendu, est-ce que c'est vrai ou c'est juste une réputation ou, bien sûr, il y a du nouveau à nous raconter? À vous la parole, Madame Sarah. Merci beaucoup, Cézanne. Je suis vraiment heureuse d'être parmi vous ce soir pour cette thématique fort intéressante. En effet, je serais tentée de vous dire, voilà, au secteur public, on a la même perception, on a le même vécu du bien-être au travail que dans le secteur privé. Hélas, par rapport à des impératifs politiques, réglementaires et liés au mode de gestion, on est vraiment devant certaines contraintes qui font qu'il y a une différence entre le bien-être dans le secteur public et celui dans une entreprise privée. En effet, actuellement, d'après mon vécu, je vois que les managers publics ils sont plus interpellés par les aspects qui sont liés à l'amélioration de la qualité de vie au sein de l'entreprise. Vu que ce sont des impératifs qui sont édictés par les nouveaux textes de l'amélioration et de la modernisation de la fonction publique. Donc, à travers tout ce qui est médecine de travail, comité de sécurité et d'hygiène, et j'en passe. Alors que la notion elle-même de bien-être au travail, elle n'est pas vraiment, disons, de l'ordre de la priorité de nos managers, et ceci s'explique par plusieurs raisons. En fait, on peut énumérer deux principaux freins à la mise en œuvre d'une dynamique de bien-être dans le secteur public. La première, il est liée à un élément très important qui est le budget. En effet, pour la plupart de la fonction publique des organismes, ce sont des subventions, c'est l'argent du contribuable, c'est l'argent des citoyens, donc avec tout le contrôle qui vient après, avec toute la justification qui est liée à l'opportunité derrière chaque acte qui est fait. Donc si l'on veut dans un organisme public faire un team building, une convention de cadre, donc ça peut refroidir certaines fois le top management par rapport à ce genre d'action. Il serait questionné par rapport à l'opportunité de l'action, par rapport au budget alloué, surtout actuellement dans une situation où le mot d'ordre est crise financière et restriction budgétaire. Donc ça, c'est le premier frein, à mon sens, à la mise en œuvre de politiques, ne serait-ce que pour des actions pour favoriser le bien-être. Le deuxième frein qui est lié à la rigidité de tout ce qui est système d'évaluation, système d'évolution et rétribution. Un manager public, malheureusement, il n'a pas le même luxe qu'un manager dans le système privé pour promettre des augmentations de salaire, des aspects liés à la promotion. Il doit se limiter à des grilles de salaire bien réglementées, bien édictées. Il y a les syndicats derrière, il y a énormément de contraintes qui font que ça ne passe pas aussi facilement. Mais n'empêche, à mon sens, le management public, il bénéficie de deux atouts majeurs. Le premier, il est lié au sens. En fait, si on lit, comme ceci a été édicté par professeur Seragi au départ, la question de sens est très mobilisatrice et elle incite au bien-être de l'individu et de bien-être de la société dans ce même sens. En effet, le secteur public, on a un sens qui est orienté vers l'intérêt public et le service du citoyen.
Donc, si l'on peut axer notre stratégie managériale autour de ce concept et essayer d'avoir un système de management qui va être positif, bienveillant et responsable, on peut mettre à côté ces limites et travailler sur la vraie partie, la partie qui n'est pas visible de l'iceberg, qui est liée au mode de gestion et évitant, laissant de côté les actions liées au team building, les activités sportives au sein de l'entreprise, et on peut se concentrer sur tout ce qui est mode de gestion, sur le leadership, la bienveillance, faire de la cohésion, faire en sorte que son équipe travaille en synergie et en cohésion. Mais je vous en prie. Non, vas-y, vas-y. Je veux dire, ça marche, oui, d'après votre expérience ou Je vais vous dire que ça dépend. Je pourrais pas vous donner une réponse catégorique. Ça dépend des entreprises, ça dépend du top management, ça dépend des secteurs. Donc, parce qu'il y a certaines entreprises publiques qui bénéficient de fonds propres. Ils sont dans une logique qui est plus marchande. Ils peuvent avoir des rentrées de fonds. Donc, ils sont plus à l'aise par rapport à leur budget, par rapport à ça. Ça dépend aussi de la pyramide, de la pyramide du pouvoir. Ça dépend des managers. Ça dépend de l'âge aussi. Ça dépend de l'âge aussi. Il y a certaines administrations qui sont plus jeunes que d'autres et ce facteur, il est très, très, très important par rapport aux aspects liés au bien-être. Mais n'empêche, malgré ça, je pense que de plus en plus, l'administration publique, elle est consciente de l'importance du bien-être au travail parce que, quitte à ce que la fonction publique soit toujours attractive, vu qu'il y a une amélioration des grilles de salaire, qu'il y a de nouveaux produits comme les contrats qui sont destinés aux profils pointus, mais il y a aussi une compétitivité, vraiment une concurrence accrue. Les organismes publics, ils risquent, s'ils continuent à ignorer ce volet de bien-être au travail, de voir migrer leurs compétences vers des environnements qui vont être plus épanouissants, que ce soit au niveau interne ou là, à l'international, surtout avec des générations de plus en plus jeunes, des générations qu'on ne peut plus satisfaire avec la sécurité du travail et du poste de travail. Ils aspirent à énormément d'autres choses, d'être à l'aise dans leur environnement, d'être respectés, qu'ils soient partie prenante dans la prise de décision, qu'ils soient dans un environnement qui va leur témoigner de respect et d'estime et de reconnaissance. Donc, je pense que… ce que vous avez dit, Madame Sarah, est-ce que vous m'entendez, Madame Sarah? Madame Sarah, je pense qu'il y a un problème de connexion. Je voulais juste dire que ce qu'a dit Madame Sarah, bien sûr, renforce une recherche qui a été faite dernièrement par Recruit.com. Et bien sûr, cette recherche a montré que le salaire se positionne en 9e rang et non pas en premier que tous les gens pensent. Et bien sûr, ce qui est important est que c'est la relation entre les collègues et la relation aussi entre le top management et les collègues. Bien sûr, cette enquête a été faite bien sûr dans un échantillon qui est mixte entre les entreprises privées et les entreprises publiques, mais la nouvelle génération, font attention plus aux relations. Bien sûr, c'est comme le professeur Seragi a dit en premier en termes de PERMA, les relations entre les collègues et la hiérarchie. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Madame Sarah, parce que vous avez été un peu déconnecté. Oui, oui, Madame Sarah, vous avez ajouté quelque chose? Non, c'est bon, j'ai perdu la connexion. Donc, non, c'est bon, pour l'instant, c'est bon. Vous avez parlé de culture et de génération. Est-ce que vous parlez de génération, des clashs des générations entre générations? Ça veut dire qu'on peut trouver dans une entreprise dont il y a un effectif, un grand effectif, il y a 2 générations. Est-ce que c'est très difficile de satisfaire le bien-être des les 2 générations ou c'est quelque chose qu'on peut dire on ne peut pas faire le bien-être? Je ne peux jamais dire que ce n'est pas possible d'instaurer des règles de bien-être et que ça va dépendre des générations. À mon sens, tout dépend de la volonté politique et stratégique et ça dépend aussi du manager, que ce soit le manager direct ou le top management. Un manager qui est bienveillant et qui sait fédérer ses équipes, dénouer les problèmes, atténuer les tensions, avoir
un sens au travail, avoir un système de management participatif qui fait adhérer tout le monde et avoir surtout un système d'évaluation qui ne reste plus individuel. Parce que là, ce qui fait énormément de friction, c'est qu'à la fin, on est évalué pour sa personne. Donc, ça peut créer certaines rivalités. Si l'on migre vers un autre système où on dit, voilà, il y a la performance individuelle, mais il y a la performance de l'équipe. Et l'une est vraiment dépendante de l'autre. Je pense qu'il y aurait vraiment un changement par rapport à cette manière de voir et à cette manière de tisser des liens plus harmonieux et plus positifs dans notre contexte de travail, que ce soit dans le privé ou le public. Merci, Madame Razer, pour votre intervention. Et on éclairant bien sûr que le secteur public est conscient bien sûr du bien-être des gens, malgré bien sûr le problème des budgets et des ressources financières surtout. Maintenant, on va passer la parole à Madame Benchkroun. Samia, مرحبا بك معنا ce soir. Donc, Madame Benchkroun représente aussi le secteur privé, spécialement l'entreprise Intelsia, la fameuse entreprise Intelsia. Donc, la même question que j'ai posée à Madame Fatem Zahra Al-Maïdar concernant bien sûr votre perception sur le bien-être et comment bien sûr votre entreprise gère la chose. À vous la parole, professeur. D'accord, merci. Merci beaucoup, M. Zenjali. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier HFE Institute pour cette belle initiative qui traite d'un sujet très intéressant et surtout qui occupe une place croissante dans le champ des responsabilités des DRH, mais aussi dans la recherche de gestion et le bien-être au travail. Donc, bien avant d'exprimer mon opinion, je voudrais présenter Intelsia pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc, au fait, il s'agit d'un groupe global de relations clients. En fait, nous accompagnons nos clients dans l'ensemble de l'externalisation des opérations, des opérations d'externalisation, à travers une offre globale et multisectorielle, donc qui repose sur 4 pôles. Parce que généralement on parle de centre d'appel, mais on n'a pas réellement une idée claire de ce qu'on fait chaque jour. Donc en fait, ces 4 pôles se définissent ainsi. Donc on a le Customer Relationship Management, donc c'est tout ce qui est service commercial, service technique, enquête et sondage, gestion des services en multicanal. Le deuxième pôle, c'est tout ce qui est IT Solutions. Donc on est dans l'infogérance aussi, on est dans les solutions applicatives. Le troisième pôle, c'est tout ce qui est business outsourcing, donc le recrutement pour nos clients, la paie, la comptabilité, l'externalisation, mais aussi les ventes en B2B. Et un quatrième pôle qui est le digital services. Et donc là, on s'occupe aussi de tout ce qui est publicité digitale. Publicité digitale et social media management, création de contenu digital. Voilà, donc nous sommes présents dans 17 pays, à compter du Maroc, le Cameroun, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la France, le Portugal, les États-Unis. Excusez-moi si j'oublie d'autres pays, parce que quand même 17, je ne vais pas les énumérer tous. Et donc, concernant le côté financier, donc on est à un chiffre d'affaires qui va aller en fin 2020 à 300 millions d'euros, donc estimation 2020. Voilà, donc, et côté collaborateurs qui nous intéresse le plus, on est à plus de 24 000 collaborateurs à Intelsia. Voilà. Donc, ça, c'est le côté, on va dire, de l'entreprise. Voilà. Donc, et si nous parlons d'Intelsia, forcément, nous parlons du secteur de l'offshoring, qui est un secteur qui est connu forcément par un taux de turnover qui est tout le temps élevé, que nous essayons chaque jour de maîtriser par plusieurs actions. Alors, parmi ces actions, la principale action, c'est de jouer sur le bien-être des salariés, parce que tout simplement, le bien-être des salariés mène à une fidélisation des salariés et donc à une meilleure aventure au sein de l'entreprise. Et donc, il faut dire qu'aujourd'hui, la composante du bien-être et du travail rentre dans une symbiose tellement étroite à Intelsia qu'on ne peut parler de travail sans bien-être. On ne peut parler de productivité sans épanouissement et de croissance sans une qualité de vie. Comment on peut justifier ce que je viens de dire? Eh bien, tout simplement parce que le bien-être et le développement de nos collaborateurs fait partie des 5 piliers d'engagement RSE au sein de notre entreprise, au sein d'Intelsia.
Et donc, au fait, nous mettons des actions que nous respectons vraiment à la lettre. Nous essayons, enfin, nous attirons les talents, mais on essaie plus de les former et de les développer au sein d'Intelsat. Il ne s'agit pas que d'attirer les talents. Il faut c'est-à-dire qu'il faut une gestion de carrière derrière. Voilà. Et ça joue bien sûr sur le bien-être du salarié, forcément, puisqu'il sait qu'au sein d'une entreprise, il va être formé et il va gagner en Il y a une compétences. visibilité dans le futur et de Mais la bien sûr, continuité. Donc, évidemment, évidemment. Parce que généralement, malheureusement, il y a certaines mentalités qui disent que bon, le bien-être, c'est plutôt matériel. Mis à part les conditions de travail, le beau cadre qui donne bien sûr, bien évidemment, envie de travailler, il y a aussi le côté compétences et soft skills. C'est ça l'idée. On encourage la diversité culturelle, l'égalité hommes et femmes. D'ailleurs, en parlant de ça, en France, en 2019, l'index d'égalité hommes-femmes, on a été classé 99 sur 100. Donc, ça veut tout dire en termes d'égalité hommes et femmes. Nous préservons la santé et la sécurité de nos collaborateurs, chose qui est primordiale. Mais tout ça, pourquoi? Pour arriver à promouvoir une certaine culture d'entreprise basée sur des valeurs et sur un dialogue. Et on ne peut pas un bien-être au travail de manière continue. C'est-à-dire qu'à un certain moment, le bien-être au travail devient c'est-à-dire quelque chose d'important et d'évident au sein de l'entreprise. D'ailleurs, aujourd'hui, nous assistons à une restructuration des organigrammes et nous trouvons des responsables de qualité de vie, chose qui n'existait pas avant, et qui sont au sommet de la pyramide hiérarchique, des chargés de missions d'épanouissement. D'ailleurs, en parlant de ça, étant chef de projet transverse, je veux bien partager une anecdote. Dans une de mes missions à Intelsat, à un certain moment, il fallait lancer un projet qui demandait vraiment des efforts colossaux de la part des conseillers clients, d'ailleurs à qui je dis bonsoir s'ils nous suivent ce soir. Et donc là, il fallait effectivement réaliser beaucoup de challenges en plein plateau et en pleine production à l'atteinte d'objectifs. Et donc, à chaque atteinte d'objectif, il y a des récompenses. Et donc là, on trouve soit des tickets resto, soit des sessions de coaching en one-to-one, soit des sessions de formation à la demande du salarié, c'est-à-dire ça peut être des cours en anglais, ça peut être des cours espagnols, ça peut être le développement personnel. Et donc, c'est du cas par cas. Donc, tout ça pour dire que, en fait, le bien-être au travail commence par soi. C'est-à-dire il faut avoir envie de travailler et bien sûr, du côté de l'entreprise, il faut accorder les conditions de travail favorables. Je ne peux pas m'empêcher, désolé Samir, je peux pas m'empêcher. J'ai deux questions, j'ai plusieurs questions, mais la question que je pose, il y a plusieurs personnes qui peuvent partager la même chose parce qu'il y a des gens qui peuvent dire que ce que vous faites, bien sûr, surtout, vous avez parlé de Intelsia et le turnover, et bien sûr le centre d'appel, il y a plusieurs, le phénomène du turnover, et disent que ce que vous faites est la pure manipulation. Il y a des gens qui disent ça. Alors, c'est quoi votre réaction à cette question? Alors, ma réaction, je leur dirais, venez travailler avec nous et vous saurez de vous-même si on est en train de manipuler ou pas. C'est ça, mais pour parler franchement, c'est loin d'être une manipulation ou autre. En fait, on peut tout manipuler, sauf le bien-être du salarié. Parce qu'à un moment, en fait, on peut arriver à un certain burn-out qui ne peut être caché. C'est-à-dire qu'il peut résister aujourd'hui, demain, il peut être manipulé, comme vous dites, mais à un certain moment, on est tous humains et donc… aussi, les gens sont intelligents, ils peuvent repérer bien sûr de la manipulation et de la vraie, quelque chose d'authentique. Exactement. Une autre question, parce que bien sûr, votre intervention a suscité plusieurs questions spéciales parce que je suis très intéressé à l'entreprise Intelsia. Maintenant, je veux que tu compares, parce que d'après
votre profil, vous avez travaillé dans 2 entités, 3 entités. Quelle est la différence entre les 2 entités en termes, bien sûr, le sujet ce soir du bien-être et l'impact du bien-être, bien sûr, sur la productivité? Est-ce qu'il y a une différence d'après votre expérience ou c'est la même chose? Alors, il faut dire que dans une ancienne vie, j'étais dans le secteur de tout ce qui est établissement scolaire, donc le secteur de l'éducation. Alors, effectivement, il y a une grande différence parce que tout simplement, le bien-être au travail ne rentrait pas forcément dans la culture de l'entreprise, puisque bon, l'idée c'était de donner des cours et de suivre une certaine trajectoire. Quand je suis rentrée à Intesa, déjà avec l'esprit famille, le climat social, mais aussi rien qu'en termes de conditions de travail, on sent réellement la différence. Vous voyez, donc effectivement, oui, il y a une grande différence entre ce que j'ai passé avant et aujourd'hui à Intesa. Très bien, merci Madame Samia pour votre intervention. Cher panel, maintenant on va passer aux questions de notre auditoire. Il y a une question qui parle, est-ce que cette politique du bien-être, bien sûr, nécessite selon vous un casting bien déterminé du personnel de la société? Bien sûr, la question est ouverte à tout le panel qui a une réponse à cette question-là. Après, vous m'avez entendu, c'est ça? Oui, oui. Une autre question qui parle, est-ce que vous pensez que c'est une chose qui peut être mesurable, ce qui est bien sûr le bien-être au travail? Oui, je réponds. La question est ouverte. Oui, Samia, vas-y. Vous voulez répondre? Alors, oui. On répond d'abord à la première question du scénario, du casting. Franchement, la question est-ce que la politique nécessite selon vous un casting bien déterminé du personnel? La question n'est pas très précise. Si on peut en tout cas, je n'ai pas bien cerné la question en termes de casting bien déterminé du personnel de la société. Si vous pouvez juste poser la question, comme ça on y répond. Par contre, la deuxième question en termes de mesure du bien-être, effectivement, c'est le sujet de ma thèse de doctorat. Donc, effectivement, il y a beaucoup d'outils de mesure de bien-être. Il y a des outils déjà qui sont basés sur la santé au travail, l'IBET, qui est l'indice du bien-être au travail, et donc qui permet de révéler l'engagement socio-organisationnel, ce qu'on appelle le goodwill social. Voilà. Donc, il y a aussi un autre indicateur qui est le management de la qualité de vie au travail, ce qu'on appelle le MQVT. Le MMS mesure management santé. Donc, ça, c'est tout ce qui est en rapport avec la santé, que ce soit physique ou mentale du salarié. Puis, nous avons d'autres outils qui sont inspirés, par exemple, de l'audit social. Nous avons le European Social Label, donc il te donne une idée sur le sentiment de tout un chacun au niveau de l'entreprise. Le Socio-DAG, le baromètre Social Open to Job, qui permet effectivement de mesurer, mais bien sûr, je parle de ces outils, précisant s'il vous plaît, que le bien-être demeure toujours un sentiment qui est subjectif. C'est-à-dire que ces mesures, bien évidemment, peuvent révéler la mesure plus ou moins fidèle du bien-être, mais ce n'est pas une science exacte. Je tiens à préciser ce point. Voilà. Donc, après, nous avons les outils inspirés du bien-être lui-même ou de tout ce qui est revue scientifique. Donc, nous avons le baromètre du bien-être, the Happiness Indicator et aussi, tout ce qui est outils construits de manière empirique à travers l'expérience de tout un chacun, comme ce qu'on trouve à l'Institut Great Place to Work ou sinon Happy at Work. Ça, c'est des outils qu'on utilise effectivement pour mesurer le bien-être dans les entreprises. Donc oui, il y a une mesure du bien-être, mais bien sûr… Je pense qu'on parlera après, Madame Samia, justement sur le baromètre et les déterminants de mesure. On va parler bien sûr dans la deuxième partie de D'accord, oui, effectivement. Amine, oui. Si vous permettez. Oui. Oui, j'aimerais bien répondre. Merci Sarah. J'aimerais bien répondre sur la première question qui dit que est-ce que cette politique de bien-être nécessite un casting bien déterminé du personnel? À mon avis,
la politique de bien-être doit s'adapter pour tous les profils. Donc, pour faire un casting ou pas, c'est vrai qu'il y a un processus de recrutement au début, mais après, les besoins humains, ils sont communs. C'est-à-dire que tout le monde a besoin d'être inclus, d'être compris, d'être écouté, etc. Donc, pour moi, c'est pas le salarié ou bien le collaborateur qui doit s'adapter ou bien qu'il doit avoir un profil qui est bien déterminé pour être accepté, mais c'est à l'entreprise et à la politique de bien-être de répondre aux besoins communs et aux besoins de chacun des collaborateurs. Parce que finalement, comme j'ai dit, les besoins humains, ils sont communs. Nous avons tous besoin d'être admis, d'être acceptés, d'être écoutés et d'être intégrés. Donc, à mon avis, c'est non. Merci Fatem Zahra. Sarah, oui, vas-y. Oui, donc j'ai un point de vue un petit peu différent de celui de Fatem Zahra. Donc, si l'on parle de casting, à mon niveau, le casting s'opère à deux niveaux. Deux niveaux des RH, comme on dit chez nous, Faqed Shay ila yu'ti. Si ce responsable RH, il veut instaurer une politique de bien-être dans son entreprise, lui-même, il doit être dans l'empathie, dans l'écoute, il doit avoir une force relationnelle, il doit être quelqu'un de fédérateur qui va assurer une certaine synergie d'équipe et qui va être à l'écoute. Si l'on part du casting à l'entrée, moi, à mon sens, si je connais ma culture d'entreprise, je connais les objectifs de mon entreprise, je connais mes équipes, dans mon casting, je peux et j'ai le droit et même c'est souhaitable de choisir des gens qui vont plutôt greffer sur mon contexte, des gens qui vont avoir des similitudes avec des similitudes et des complémentarités avec les équipes existantes et aussi maintenant avec tout ce qui a trait avec les comportements de citoyenneté organisationnelle et les comportements que les gens aient au-delà de leur poste, il faut chercher à avoir des gens qui peuvent donner au-delà de ce qui est demandé dans la tâche. Et qu'ils soient vraiment en harmonie avec notre culture d'entreprise. À mon sens, oui. Je suis tout à fait d'accord avec. Je suis tout à fait d'accord. Après avoir reformulé la question, là, je vous suis et j'ai compris. Merci, merci Sarah, tu me sauves tout le temps. Donc, en fait, effectivement, je suis tout à fait d'accord. Si dans mon entreprise, je veux qu'une culture de bien-être soit instaurée tout au long de l'aventure du salarié, effectivement, je suis des personnes qui vont encourager la sélection et la présélection de candidats qui sont proactifs dès le début et qui vont adhérer à ma culture de bien-être. Donc, oui, c'était juste pour compléter la réponse. Merci. J'ai une question. J'ai une question. Oui, oui, Sarah, vous avez dit quelque chose? J'ai dit que ça peut être une solution de facilité, ça peut être un petit peu, on va exclure certains profils, mais je pense que c'est plus commode. Très bien. J'ai une question ici qui parle de certains salariés se trouvent dévalorisés en termes de salaire et donc ils mettent en doute toutes les actions qui cherchent à améliorer le bien-être, ce qui complique la tâche aux responsables des ressources humaines ou à la direction générale. Comment vendre ces projets à ces salariés insatisfaits et les faire impliquer pour garantir la réussite de ces actions? Ça veut dire que ces gens-là, ils sont un peu non satisfaits par le salaire parce que le salaire n'est pas quelque chose de très intéressant pour eux. Et bien sûr, on trouve devant la difficulté un challenge, un défi responsable pour vendre bien sûr le projet du bien-être. Comment on peut surmonter cet obstacle que je pense est une question très pertinente. À vous la parole, mesdames. Alors, si vous permettez, donc, cette question en fait est très pertinente, comme vous avez dit, dans le sens où on met l'accent sur la satisfaction. Effectivement, il y a des conditions physiques de travail, en fait, les conditions, les conditions physiques du travail, tout ce qui est rémunération et autres. Ce sont des éléments, ce ne sont pas des déterminants du bien-être, d'accord? Alors, ce sont des éléments dans l'absence, bien sûr, donc procurent un sentiment de mal-être, d'accord? Mais quand ils sont là, d'accord, ça ne contribue pas au bien-être. On parle là de la satisfaction, d'accord? C'est comme si c'est un premier niveau. Alors, je ne sais pas, mais à mon sens, une entreprise, là où il n'y a pas d'équité, là où il n'y a pas une politique de rémunération qui se base sur l'équité et sur la transparence, s'il n'y a pas de grille de rémunération qui répond donc à ces besoins d'équité au niveau de l'entreprise,
Je ne pense pas que ces entreprises vont s'inscrire, qui répondent aux besoins des salariés, je ne pense pas que ces entreprises vont s'inscrire dans une démarche de la recherche du bien-être au travail. D'accord? Si le niveau 0, qui est basique, n'est La justice pas sociale. là, pardon? Vous parlez de la justice sociale. S'il n'y a pas de justice sociale au sein de l'organisation, ça veut dire que c'est un b.a.-ba pour, bien sûr, accepter ce qui vient des managers. C'est ça ce que vous voulez dire? Exactement. Alors, surtout parce que ça fait référence à la politique de rémunération, on parle de salaire. S'il n'y a pas d'équité, s'il n'y a pas de transparence, si on n'a pas une grille de rémunération établie donc, au niveau de l'entreprise, là, vraiment, c'est un niveau, je vais dire, basique, d'accord, lié à la satisfaction. Je vois mal comment une entreprise qui néglige ce point va aller au-delà et penser donc au bien-être. Je ne sais pas, c'est mon point de vue personnel. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est ça. C'est vraiment la base. Une question qui paraît un peu, je disais, très intéressante, qui parle étant donné la situation épidémique de coronavirus, comment évaluer le bien-être pour les personnes en télétravail? C'est une question très intéressante, d'actualité actuellement, parce que les gens aujourd'hui, on sait, il y en a beaucoup bien sûr qui suivent aujourd'hui le télétravail, bien sûr, comme je dirais des managers, des cadres, des ingénieurs, des professeurs, qui font bien sûr le travail par télétravail, et bien sûr on entend qu'il y a un peu de souffrance. Comment on peut bien sûr mesurer ce bien-être? Est-ce qu'il y a une possibilité de le faire? C'est une question. Alors là, Amine, je peux faire... Oui, vas-y. Ok. Vas-y. Oui, donc effectivement, c'est une question qui est très très légitime. C'est une question qui importe beaucoup de managers et d'entreprises. C'est difficile, sincèrement, c'est difficile parce que la majorité des actions de bien-être, qui sont des actions qui demandent le présentiel, sont des actions qui sont designées autour des activités, de la présence, de l'échange, etc. Mais ce que je pense et ce qu'on fait d'ailleurs, c'est qu'on essaye toujours de garder le lien social avec entre les collaborateurs. C'est-à-dire, la fréquence des réunions a augmenté. Et avant, par exemple, si la réunion, il va prendre 30 minutes, il faut les 5 minutes de début ou bien les 10 minutes, il faut vraiment parler de la personne, de sa situation sociale, etc. Parce qu'il y a des mamans, il y a des papas qui sont en même temps en télétravail et qui doivent gérer les devoirs de leurs enfants avec le homeschooling et tout ce qui va avec. Il y a aussi des personnes qui prennent soin des membres de leur famille qui sont malades. Donc, vraiment, chacun a une situation qui est très particulière. Donc, pour moi, le manager, il doit vraiment... le professionnel, il doit comprendre que le professionnel et le personnel, ils sont mélangés maintenant. C'est-à-dire qu'à chaque moment, il y a un enfant qui va vous dire coucou derrière la caméra, etc. Donc, il faut comprendre, il faut vraiment être humain. Le télétravail, la bonne chose, c'est qu'il nous a permis d'accéder au foyer de chacun de nous et de comprendre vraiment la situation de chacun de nous. Donc, pour des entreprises, ça a permis de vraiment rapprocher les gens. Au contraire, c'est-à-dire que les personnes, ils sont plus intéressés par les autres, par les passions des autres, par ce qu'ils font, etc. Donc, c'est au manager de bien consacrer un peu de temps pour connaître la situation de chacun de son équipe. Et bien sûr, la flexibilité, elle est très, très importante pour garder le bien-être. Parce que des fois, la personne, elle ne peut pas vous livrer ou bien respecter un deadline durant la journée, mais elle peut faire des efforts supplémentaires, etc. Donc, il faut être flexible, c'est au manager d'un petit peu voir comment gérer les choses, mais pour moi, c'est une occasion pour consolider le lien social et les occasions d'échange. Voilà. Donc, effectivement, juste pour compléter la réponse de Fatem Zahra, déjà pour mesurer le bien-être au travail tout en étant en télétravail, la première mesure, c'est le fait que la personne se connecte. Donc déjà, si la personne se connecte, on peut mesurer déjà qu'il y a un intérêt de travailler le matin, donc ce qui est logique.
La deuxième chose, genre, comme a dit Fatem Zahra, effectivement, c'est là où intervient le bon dialogue et la bonne communication de l'entreprise. Je m'explique. C'est-à-dire que là intervient le management de proximité. Il faut oublier tout ce qui est management de violence parce que ça n'aboutirait à rien. Et donc là, effectivement, il faut une certaine proximité avec le manager, il faut une certaine aisance communicationnelle de façon à comprendre l'ensemble des obstacles qui peuvent y avoir pendant la journée et effectivement de réaliser un bon travail. D'ailleurs, en parlant de ce sujet, si ça peut rassurer, Intelsat a pu réaliser de très bons chiffres en télétravail comparé au présentiel. Donc, ça nous a vraiment réussi, alhamdoulilah. Et c'est-à-dire que ça ne veut rien dire si on est en télétravail. Au contraire, du moment qu'il y a un management d'objectifs, je pense que les résultats ne peuvent que suivre. C'est-à-dire, en gros, que ce soit le fait de travailler 1 heure ou 2 heures par jour, mais d'arriver à ton objectif, surtout que le manager te fait confiance. Donc, je pense que c'est ça, en fait, l'idée. Et ce n'est pas de veiller à voir si le collaborateur a été connecté à 8h30 du matin et s'est déconnecté à 18h. Il peut se connecter peut-être de 9h à midi et finir peut-être ce qu'il a toute la semaine. Merci, voilà. Samia. Merci Samia. Effectivement, vous avez parlé d'un concept très important qui est le management par objectif. Et on va en parler enfin parce qu'on va pousser un petit peu les questions à un deuxième round. Donc, on va passer aux questions de notre cher invité. Merci Samia. Et après, je vais poser une question concernant le management par objectif. La question est pour vous, professeur Seraji. Maintenant, bien sûr, je vais parler un petit peu de votre passé proche. Je rappelle que professeur Seraji a eu le prix du meilleure thèse en gestion en 2020 et je sais que vous avez traité bien sûr l'aspect ressources humaines lié bien sûr à l'aspect qui est engagement, satisfaction et bien-être. Pouvez-vous en parler un petit peu de votre recherche, les objectifs et bien évidemment les résultats? D'accord. Alors, ma recherche a porté sur ça n'a pas porté sur le bien-être, mais plutôt, j'ai travaillé sur l'impact du plafonnement de carrière, d'accord, sur l'engagement organisationnel, tout en étudiant le rôle modérateur de la reconnaissance au travail. Alors là, si on va essayer de faire un lien avec notre thématique d'aujourd'hui par rapport au bien-être, on peut se poser la question par rapport au lien que peut avoir donc la reconnaissance au travail et le bien-être au travail. Alors, comme vous savez, la reconnaissance au travail, c'est aussi une préoccupation majeure aujourd'hui des entreprises. Et si je vais raisonner en termes des deux, les deux, effectivement, sont liés. Parce que déjà, la reconnaissance, c'est un besoin psychologique de tout être humain, d'accord? Donc, c'est un besoin vital. Nous avons tous besoin de reconnaissance, d'accord? Et donc, pour parler du bien-être, je peux dire que la reconnaissance, c'est parmi les déterminants déjà du bien-être. Si on va parler du côté bien-être au travail, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de certaines échelles de mesure qui cherchent à évaluer donc, le bien-être subjectif donc, au travail, on trouve parmi les items effectivement des aspects qui sont liés à la reconnaissance. Et là, on met en accent plus la reconnaissance non matérielle, d'accord, donc non financière. Et principalement, c'est une reconnaissance de la part du supérieur hiérarchique. D'accord? Donc, si je prends le cas d'une proposition d'échelle de mesure de Creusier, par exemple, donc on a un item qui est en relation avec la reconnaissance du travail par le supérieur hiérarchique. Et donc, effectivement, les deux sont liés. Je peux dire que même la reconnaissance, c'est un déterminant du bien-être au travail. Est-ce que votre échantillon inclut les entreprises privées et publiques ou justement les entreprises privées? Alors, pour ma recherche, en fait, j'ai travaillé sur le secteur privé, d'accord? Et pour les résultats, il s'est avéré que la reconnaissance de la part du supérieur hiérarchique joue un rôle très important pour diminuer l'impact du plafonnement de carrière sur l'engagement organisationnel.
parce que ça m'intéresse beaucoup, bien sûr, la question, toujours faire la différence entre le secteur public et le secteur privé. Et cette question-là, bien sûr, on va parler avec, bien évidemment, la seule personne qui représente ici le parent pauvre, qui est, bien sûr, le secteur public, Madame Raziq. Je sais que Madame Raziq, vous êtes aussi doctorante dans le domaine de la stratégie et les ressources humaines, c'est ça? Pourriez-vous nous en parler un petit peu de votre recherche? Donc là, si je vous parle de ma recherche en lien avec notre contexte actuel aujourd'hui, qui est le bien-être au travail, lorsque j'étais sur ma revue de littérature, j'ai trouvé des déterminants qui sont communs entre mon domaine de recherche, qui est les comportements de citoyenneté organisationnelle, et le bien-être au travail. En effet, il ressort de cette revue de littérature que les pratiques de gestion et aussi le leadership font partie des déterminants les plus importants du bien-être au travail et des comportements de citoyenneté organisationnelle. On peut dire qu'ils ont la même racine. Donc, il y avait une étude qui a été faite par Malinga et Cole en 2019 pour traiter de la notion de leadership positif. Et je trouve que cette notion, elle est très, très, très importante dans notre contexte de bien-être au travail et de leadership. Pourquoi? Parce que cette notion de leadership positif, il y a deux composants. Il y a les traits du leadership, c'est-à-dire son caractère, ses caractéristiques personnelles, comme l'optimisme, comme l'altruisme, l'orientation éthique qu'un leader positif doit posséder. Et il y a une autre composante qui est liée au comportement de leadership, à savoir tout ce qui est création d'environnement de travail positif, créer des relations positives, se concentrer sur des résultats, engager une communication positive avec les employés. Et on trouve que ces comportements de management positif, à leur tour, ils vont améliorer et la productivité de l'entreprise et sa performance. Ils vont améliorer les comportements de citoyenneté organisationnelle, ce qui va apporter un surplus à ce climat organisationnel et à ce sentiment de bien-être en entreprise. En effet, si l'on veut, actuellement, les gestionnaires, ils doivent aller au-delà des spécificités techniques liées à un poste de management classique. Il doit à la fois être un gestionnaire opérationnel, mais aussi il doit gérer la psychologie de ses équipes. En effet, il doit être un fédérateur, il doit être, je dirais, empathique, il doit être soucieux du bien-être de son équipe, il ne doit pas être dans le jugement, il doit être empathique, il doit être inspirant, autant de notions qu'on va demander à ce manager, Mskin, qu'il doit intégrer pour pouvoir vraiment être dans le leadership voulu ici positif pour favoriser un climat opportun au bien-être au travail. Merci Madame Raziq. Puisque on est dans la recherche, je rappelle aussi qu'on a beaucoup de chercheurs, chercheuses ce soir-là. Madame Bouchkron Samia, elle est aussi doctorante. Est-ce que vous travaillez sur le baromètre, c'est ça? Le baromètre du bien-être ici au Maroc. Exactement. Donc, me concernant, mon travail doctoral repose sur une problématique qui tourne autour du baromètre du bien-être au travail au Maroc, construction et validation d'une échelle de mesure. Donc, ça rejoint la question de tout à l'heure. En fait, l'objectif de ma recherche doctorale, c'est ces trois objectifs. Donc, on va dire d'abord faire un état des lieux du bien-être au travail au Maroc. Ce que font les entreprises, on en est où, les différentes pratiques qui se font aujourd'hui dans les diverses entreprises. Un deuxième objectif serait de comprendre les facteurs à l'origine de l'évolution timide du bien-être au travail au Maroc, parce qu'aujourd'hui, oui, effectivement, il y a une prise de conscience nationale, mais on sent toujours que ce n'est pas effectivement réellement national. Déjà, on a la preuve, le secteur public, à peine, il prend conscience de ce phénomène.
Et un troisième objectif qui est l'implication de notre recherche qui repose sur le fait que l'ambition est de construire et de valider une échelle de mesure à même être très fidèle en termes de mesure du sentiment de bien-être au travail de tout un chacun. Donc, l'intérêt de mon sujet est reposé sur 3 piliers. Alors, le premier intérêt serait un intérêt théorique puisque la revue de littérature, les recherches et toutes les lectures que nous avons fait pendant ce travail de recherche est un socle de connaissances qui va nous permettre d'avoir une réflexité sur notre démarche de recherche. Et donc, qui va aller vers le deuxième intérêt de recherche qui est au fait purement managérial. Donc, c'est effectivement de proposer aux entreprises un outil qui est fiable et qui va permettre de mesurer fidèlement le sentiment de tout un chacun, puisque c'est toujours subjectif. Mais au moins, on aura une idée claire sur le bien-être au travail, surtout que je prends comme terrain d'investigation le secteur de l'offshoring. Et donc là, on a une panoplie c'est-à-dire de choix et de culture, de diversité. Donc, ça va être vraiment très pertinent. Et bien sûr, le troisième intérêt de ma recherche, c'est plutôt méthodologique. Donc, mis à part l'utilisation de la procédure Corse de Rossiter qui a été discutée en 2002, il y aura aussi une méthode de tri des cartes qui va être rajoutée à la construction et à la validation de notre échelle de mesure pour effectivement affiner ma recherche. Donc, j'invite toutes les personnes qui sont intéressées à assister à ma soutenance. Inch'Allah, Inch'Allah. On est très intéressés. Can't wait de voir un baromètre marocain pour les entreprises. Et aussi, n'oubliez pas le secteur public parce que toujours, je vais faire la même remarque. C'est vrai qu'il nous fait encore peur, le secteur public. On s'intéresse parce qu'on veut un baromètre pour tout et aussi, bien sûr, pour le télétravail aussi, en répondant à la question précédente pour le télétravail, avoir un baromètre mixte pour ne pas hybride pour les deux. La question maintenant pour Maïda Fatem Zahra. J'ai une question pour vous. Comme un manager, qu'est-ce que je peux faire pour être un acteur du bien-être, bien sûr, sans attendre mon entreprise? Ça veut dire que l'entreprise n'est pas engagée, je dirais, officiellement, n'a pas réservé des ressources financières ou humaines, bien sûr, pour promouvoir le bien-être. En tant que manager, conscient du bien-être et l'impact du bien-être, qu'est-ce que je peux faire? Oui, donc bien évidemment, Amine, il y a beaucoup d'entreprises malheureusement qui ne font pas beaucoup attention à cette dimension de bien-être. Mais la bonne nouvelle, c'est que le manager peut agir d'une manière locale, je peux dire. Donc, la première des choses qu'un manager peut faire, à mon avis, c'est commencer par lui-même. C'est-à-dire, il faut déjà travailler son bien-être à lui. C'est-à-dire, il faut étudier, il faut chercher, il faut se former, tout simplement. Parce que le bien-être, c'est une science où il a des piliers, donc le manager doit comprendre, doit appréhender bien ces sciences de bien-être et doit savoir que les piliers essentiels, c'est le sens du travail au travail, c'est-à-dire qu'il doit vraiment donner l'exemple, il doit passer d'un manager à un leader parce que c'est là où tout le travail se fait. Et c'est-à-dire, il doit donner l'exemple, il doit vraiment transmettre à son équipe et à ses collaborateurs le sens, pourquoi ils font la chose et quelle est la contribution de chacun dans le développement de l'entreprise et pourquoi chacun d'eux est indispensable. Et aussi, on parle de la charge de travail qui doit être raisonnable, c'est-à-dire il ne faut pas inonder un collaborateur avec une charge qui est énorme alors qu'un autre, il est sous charge, on peut dire. Et aussi le soutien social. Un bon manager, il doit bien connaître son équipe, il doit connaître même c'est-à-dire leurs conditions sociales, s'ils ont un membre de la famille qui est malade, une condition qui est un peu spéciale, s'ils habitent loin, s'ils ont des soucis de santé, etc. Ce lien vraiment entre personnel et professionnel, il est très, très important parce qu'au fin de compte, on gère des êtres humains et un être humain, il est très, très complexe et quand la personne, elle vient au travail, elle ne peut pas laisser les autres dimensions à la maison. Malheureusement, on ramène tout. Malheureusement,
malheureusement ou heureusement, on ramène tout. Donc, un manager, pour bien gérer l'être humain qui est devant lui, il doit savoir le gérer en sa complexité. Il y a aussi donner aux collaborateurs la possibilité de se développer, que ce soit personnellement ou professionnellement. C'est-à-dire un collaborateur doit grandir. Un vrai leader, il n'a pas peur de faire grandir son équipe parce qu'il sait très bien en grandissant son équipe, il va lui-même grandir. Et finalement, la reconnaissance. La reconnaissance, elle est très, très importante. La reconnaissance, la positivité dans le speech, elle est très, très important. L'encouragement, c'est-à-dire l'appréciation dans les emails, l'appréciation verbale, elle est très, très importante. Donc, pour moi, ça, de un. Et de deux, il doit, je le dis, je le répète, il doit toujours entretenir le lien avec ses collaborateurs. Il ne doit pas se déconnecter. Il doit être là présent. Même s'il n'est pas là, il doit être là. Il doit les écouter activement. C'est très, très important. Il doit les écouter activement. Et aussi, il doit être clair et transparent. C'est-à-dire, chacun de mes collaborateurs doit comprendre qu'est-ce qu'il fait, comment il va le faire et pourquoi il le fait. Voilà. Très bien. Donc, Et bien sûr, défendre les intérêts de ses collaborateurs vis-à-vis le management aussi, il est très important. le nous et non pas le je, c'est ça? Exactement. Donc, si, bien sûr, je peux redire ce que vous avez dit, Madame Maïda Fatem Zahra, c'est que, bien évidemment, les managers ont la marge de manœuvre, ont la liberté un petit peu s'ils sont dans la proactivité pour promouvoir le bien-être, même si les entreprises, Oui, bien sûr. oui. Et je l'ai vécu personnellement dans une autre vie. C'est-à-dire qu'on avait tous les mêmes conditions générales de bien-être, mais chaque département diffère. Il y a un département qui est épanoui, qui est différent. Ils vivent le bien-être entre eux et c'est grâce au manager. Alors qu'il y a un autre manager qui malheureusement se laisse transporter avec la mentalité globale de l'entreprise ou bien la tendance. Et son équipe, elle se dégrade et ils ne sont pas motivés, etc. Donc, vraiment, c'est très important et c'est faisable parce que je l'ai vu de mes propres yeux. Okay. J'ai une question ici pour les gens qui subissent le stress. Lorsque je disais à Madame Samir, je pense que je reviens par une question, qui travaillent par le fameux management par objectif, ils sont sous stress, comme les banquiers, les commerciaux, les opérateurs. Est-ce que les entreprises, effectivement, pensent à ces gens-là? I mean, leurs guerriers, bien sûr, si on ose dire, leurs guerriers à l'extérieur, qui ramènent bien sûr les ventes. Est-ce que les gens et les entreprises, les managers pensent à ces gens-là? On ne vous écoute pas. Pardon, excusez-moi. Donc, écoutez, il faut savoir que, comme vous avez dit, cette catégorie-là, l'entreprise doit être consciente que ce sont les ambassadeurs de sa création de valeur. C'est-à-dire que sans ces personnes, l'objectif ne sera pas atteint et donc plusieurs choses vont être affectées. Donc, personnellement, je pense que l'entreprise devrait être obligée de s'investir et d'investir plus face aux personnes qui travaillent effectivement par objectif. Parce que le seul moyen d'arriver à une certaine croissance, à un développement, c'est de les encourager et de les écouter surtout. D'ailleurs, j'ai vu une question tout à l'heure qui parle disons que le bien-être n'existe pas et que effectivement comment on peut sortir du stress et tout. Donc moi j'invite les entreprises d'abord à commencer par le dialogue, par on va dire les one-to-one matinaux. C'est là où la personne dit exactement ce qu'elle pense de la veille ou de ce qui va venir et tout. Et ces écoutes qui vont faire que l'entreprise va trouver les actions ciblées à tout un chacun pour adapter pour instaurer effectivement les parce que vous avez parlé de management objectif et vous avez mentionné cet outil comme un facteur de motivation, comme peut être un facteur de démotivation et de pression. Donc, Exactement. la plupart du temps, avec je parle recherche et statistique, que les gens
vivent du stress à cause des objectifs. Alors, comment on peut, bien sûr, défier ou dire que non, c'est le par objectif, c'est un facteur de motivation et non pas de stress. Et comment on peut, bien sûr, surmonter ce problème? Écoutez, déjà, quand on adopte un management, quand on dit management par objectif, forcément, il y a des récompenses derrière et qui vont forcément motiver le salarié. Et là où le salarié doit prendre ça comme un, on va dire, un facteur de motivation et non pas de stress. Et surtout lorsqu'on négocie les objectifs avec l'employé, avec le collaborateur, et non pas imposer les objectifs. Au moment où on impose les objectifs, les gens, bien sûr, tombent bien sûr dans le stress et la dépression. Là, une question qui est ouverte, et non pas à Sarah, parce qu'on va mentionner le secteur public, donc c'est pas à vous, mais généralement une question ouverte pour le panel. Pensons aux gens, bien sûr, qui ont un contact journalier et quotidien avec les citoyens. Et on parle ici, bien sûr, de Muqata'a et Beladiyat et tout ça, où les gens sont frustrés avec, bien sûr, cette réputation des gens que ils ne veulent pas de nous ici, la corruption et tout ça. Est-ce que il y a un moyen de penser à l'épanouissement de ces gens-là? Est-ce que le secteur public pense à ces gens-là? Parce que généralement, lorsqu'on va à ces établissements, on expérience la souffrance, on voit la souffrance concrétisée dans ce. Quelle est votre opinion ou qu'est-ce qu'on peut faire? En effet, lorsqu'on parle. Désolé, Sarah, c'est pas parce que je mentionne le secteur public, c'est toujours. Avec grand plaisir, Cézanne, avec grand plaisir. En effet, ce que vous venez de dire est tout à fait vrai. C'est la perception du citoyen par rapport à ces services. Sauf qu'il ne faut pas oublier une chose très importante, c'est que ce contact journalier avec diverses catégories de personnes, ça aussi, c'est pas une tâche aisée. Il faut aussi voir la souffrance de l'autre côté. Une personne à laquelle on ne va pas vraiment donner tout l'environnement de travail opportun pour recevoir. Déjà, si on reste dans le cas de Muqata'a, mais regardez où ces gens ils travaillent. Que ça soit par rapport à l'hygiène, que ça soit par rapport à l'endroit, que ça soit par rapport à l'environnement global, c'est pas vraiment motivant. Si l'on parle de conditions d'environnement et de travail, si l'on parle de la tâche elle-même, est-ce que vous voyez que celui dans le Muqata'a, toute la journée, il ne fait que des cachets, il fait une tâche bien précise, répétitive, à longueur de journée, sans aucune valeur ajoutée apparente pour lui, une tâche qui n'est pas épanouissante. Est-ce que l'on va attendre de cette personne qu'il va être avec un sourire, qu'il va être dans la bienveillance et qu'il va transmettre un épanouissement que lui-même ne sent pas de la part de la non-richesse de la tâche effectuée ou de l'environnement de travail? Mais on peut remédier bien évidemment à ces aspects en essayant d'enrichir un peu ces tâches et les diversifier, et aussi en essayant de fédérer les gens qui sont en contact avec le citoyen par rapport au sens. La notion de sens dont j'ai parlé tout à l'heure. Dire que voilà, vous êtes ici au service de ce citoyen. Il faut donner sens à ce travail. Ce que vous faites, il est important de par sa valeur aux citoyens. Effectivement, c'est la valorisation de la tâche du salarié en question. Et il y a aussi un autre point. Moi, je dirais que il est vrai que la répétition des tâches peut mener à une certaine monotonie et donc du coup à un mal-être. C'est vrai. Mais je me dis aussi que quand il y a les conditions et quand il y a comme on dit, le beau monde, on va dire, et les bons salariés, les bons collaborateurs, avec un bon climat social, je pense que ça peut le faire sans pour autant que la répétition des tâches soit une corvée pour la personne en question. Après, c'est là où intervient le fameux mot de Mgharba, Allah yaslawan, c'est-à-dire que même le citoyen de son côté, il doit comprendre aussi que la personne en question, donc il faut comprendre et il faut se dire aussi
qu'il faut se mettre à sa place, c'est-à-dire il faut qu'il y ait un peu d'empathie des deux côtés. C'est-à-dire que si l'autre est énervé et tout, l'autre essaye de passer à autre chose ou de comprendre la situation en elle-même. Après, il faut dire que ça serait bien de faire beaucoup plus d'efforts en termes de conditions de travail dans ces lieux et aussi de valoriser le travail. Ça ne veut pas dire que c'est un salaire minime, que ça ne veut rien dire. Non, au contraire. Des fois, il y a plusieurs d'entre nous qui ont raté des contrats, je ne sais pas quoi, parce qu'ils n'ont pas légalisé, de bonnes opportunités. Comme quoi, c'est un travail qui est assez… L'importance de cette personne en question est assez voyante dans cette situation. Très bien. J'ai une question. Si vous permettez, j'ai un point à ajouter par rapport à ce point, c'est la question liée à la citoyenneté et au civisme, de part et d'autre. Donc, ça reste un service public. Celui qui offre ce service, il doit être dans un conditionnement de citoyenneté et de civisme et vice-versa. Celui qui vient pour profiter de ce service, aussi, il doit être dans le respect et dans l'empathie et dans la compréhension de l'autre pour que ça marche. Très bien. Très bien. Ça déborde de bien-être dans notre discussion. Merci. J'ai une question, Emal, de notre audience sur Facebook. La question est la suivante. Elle est précisée à Madame Seragi. D'après votre expérience en enseignement supérieur, marquée par une mutation profonde en termes de réforme et de régulation, et surtout d'une transformation du statut d'enseignant-chercheur, comment vous pouvez maintenir votre bien-être et santé mentale dans un environnement universitaire de telles caractéristiques? D'accord. Alors, je peux dire que dans ce cas-là, je tiens à reprendre une précision qui a été faite tout à l'heure par Madame Chkroun par rapport au fait que le bien-être dépend d'une perception de chacun. Alors, si je vais répondre personnellement à cette question, je vais dire que c'est le statut particulier d'un enseignant-chercheur. Donc, c'est un métier noble, que ce soit donc, du côté enseignement ou bien donc, la recherche. Moi, mon bien-être, je le trouve dans le M, dans le meaning, donc dans le sens que je donne, ou bien que le fait d'être un enseignant, ou bien être également dans la recherche, ce que ça procure, d'accord? Alors, je parlais tout à l'heure de l'état de flow. Pour moi, je ne sais pas, mais pour moi, en fait, l'état du flow, je le retrouve quand je suis en train d'expliquer à mes étudiants. Donc, moi, personnellement, c'est le bien-être par rapport à ce que je fais. C'est dans le sens, mais également donc, dans l'engagement à travers donc, l'expérience optimale. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. Donc, ce que vous avez dit, Madame Seragi, professeur Seragi, c'est le sens, c'est le meaning. Ça veut dire si on trouve le meaning ou le sens, on peut bien sûr accéder à notre bien-être malgré les conditions. Et une autre question de Facebook, ils ont dit la même chose. Après l'événement drastique vécu par les secteurs tels que l'éducation et la santé, en cette crise, comment faire évoluer leur bien-être? On parle ici, bien sûr, parce qu'on a déjà parlé d'exemples de l'éducation. Maintenant, de la santé. Comment on va évoluer le bien-être? Est-ce que c'est la même chose, c'est de miner la santé? Parce qu'on a vu dernièrement le burn-out de ces gens-là, des docteurs, parce que bien sûr, ils n'ont pas eu des days off ou des jours pour bien sûr se reposer. Aussi, voir, il y a beaucoup de morts, bien sûr, devant eux, bien sûr, à cause du coronavirus. Qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que c'est la même réponse? C'est le meaning? C'est l'engagement ou quoi? Ça dépend de chacun, justement. Pardon. Donc, ça dépend de chacun. La définition du bien-être, comme j'ai dit, c'est une question personnelle. Ce qui peut être à l'origine de mon bien-être à moi ne peut pas être forcément le même pour les autres personnes. Mais, je ne sais pas, je vais lancer… je vais essayer de prédire. Je vais dire peut-être que derrière ce choix, on est d'un métier aussi noble que celui donc, du secteur de la santé. Donc, on va être dans le M
parce qu'ils ont, ils ont un certain sens qu'ils donnent à ce qu'ils font. Certes, les conditions, là, on est vraiment dans un contexte très particulier. Très bien. Donc Merci, ça, professeur. voilà, ça justifie. Une autre question. Moi, je dirais, juste pour rajouter par rapport à cette question, donc moi, je dis, c'est en période de crise où on reconnaît les bons alliés. C'est-à-dire que en cette période de crise, je pense que ce serait très légitime et très logique de la part des entreprises de ne pas tomber effectivement dans le piège du management de violence ou de l'individualisme. C'est là où il faut montrer, pas, c'est-à-dire pas manipuler les salariés, pas dans ce sens, mais il faut montrer aux salariés qu'on est là et que même dans les moments les plus difficiles, on vous soutient et parce que c'est dans ces moments de crise où le salarié, c'est-à-dire voit la nature de l'entreprise avec qui il travaille. Donc c'est là où il faut vraiment, moi je me dis en situation extrême, solution extrême. C'est-à-dire c'est vrai que le Covid a atteint plusieurs personnes, mais c'est dans ces moments-là où l'entreprise doit vraiment montrer un soutien énorme aux salariés qui ont été touchés, et que ce soit au niveau de la sécurité sociale, au niveau du soutien moral, mais aussi au niveau du soutien financier. Voilà. Donc, Très bien. Merci beaucoup, Samia. Une autre question. Comment on peut instaurer le bien-être dans les briefings matinaux en tant que manager? Et je rappelle que j'ai entendu le briefing matinaux, je ne sais pas est-ce que c'est Samia ou c'est Fatem Zahra qui a parlé de ça. Comment on peut instaurer le bien-être dans ces briefings matinaux? Qu'est-ce qu'on peut faire d'une manière si vous permettez, puisque j'ai déjà vécu cette expérience quand j'étais en RH. Alors, il n'y a pas de magie dans ça. Les briefings matinaux, c'est l'écoute. Comme son nom l'indique, l'écoute active du salarié. On a beau lui imposer les objectifs, on a beau lui donner la stratégie qu'il doit suivre, ainsi que les différentes tâches qu'il doit réaliser avec les deadlines et tout, mais dans les briefings matinaux, il faut se taire, il faut écouter le salarié, que ça soit, écoutez, moi j'ai déjà eu l'expérience où un salarié, enfin un collègue à moi, a commencé m'a parlé au fait de sa vie privée. Et donc, il en avait besoin, c'est tout. Il n'y avait aucun problème professionnel. Enfin, mais juste pour vous dire que le vrai problème, effectivement, c'était du personnel. Et donc, il faut de l'écoute active et il faut qu'il y ait un peu d'humanisme dans l'histoire. C'est-à-dire que… Empathie. Voilà, il faut être humain et écouter la personne et faire le coach, prendre la casquette du coach ou du psychologue de façon à ce que la personne se sente bien. Et c'est là où on détecte les mal-être, c'est là où on détecte les points de vigilance pour effectivement adopter les bonnes actions. Voilà. Amine, Oui, si vous permettez. Oui, Donc, il faut tout simplement s'intéresser à la personne. Il ne faut pas avoir peur d'un petit peu découvrir le côté personnel que chacun de nous a. Parce qu'on est tous des êtres humains. Le manager comme le collaborateur, ils vivent la même chose. Donc, dans les briefings matinaux, il faut s'intéresser à la personne. Par exemple, si le briefing, il dure 30 minutes, il faut consacrer 5 minutes ou bien 7 minutes pour un petit peu papoter, pour parler de la route, de ce qu'on a vécu, les enfants, etc. Parce que effectivement, ça permet de briser un petit peu la glace et aussi de dire que, tiens, mon manager, il s'intéresse à moi, donc il m'écoute, je compte pour lui ou bien pour elle, donc je vais me donner et je vais être vraiment, je vais donner 100% de tout ce que j'ai. Parce que si on traite les personnes comme ils sont des robots, on va pas avancer. L'être humain, il est là parce qu'on a besoin de sentiments, on a besoin d'être inclus, on a besoin d'être compris. Donc, il ne faut pas avoir peur de ce côté. Non, bien sûr, c'est à gérer. C'est pour cela que j'ai dit que le manager doit se former sur côté psychologie, côté bien-être, etc., pour un petit peu savoir faire les limites et savoir un petit peu naviguer les choses. Mais c'est un terrain où il faut s'aventurer.
tout simplement. Merci Fatem Zahra. Après, Je vous en pour prie. compléter juste enfin, la question, en fait, il faut parler aussi du bon sens. Quand on a le bon sens face à une personne en difficulté, sans pour autant être coach, ni doctorant, ni praticien, ni psychologue, une fois qu'on a le bon sens, on peut arriver au fait à comprendre l'autre et à donner au fait du sens à sa souffrance et donc la régler. Voilà, Créer donc une connexion avec la il y a un peu personne. de spontanéité, il n'y a pas d'automatisme dans l'histoire. يعني من القلب. من Parler du القلب cœur من et قلب parler. الحدث voilà, c'est exactement ce que je voulais dire. Très bien, merci Samir. Donc, pour conclure, je vous donne 1 minute pour chaque invité. Je vous remercie une autre fois. 1 minute pour dire votre dernier mot, bien sûr, concernant notre thématique aujourd'hui, qui est le bien-être au travail. Madame Seraji. Alors, je vous remercie. Alors moi, je souhaite mettre l'accent sur un élément en fait. Si depuis tout à l'heure, on parle du bien-être en tant qu'affaire d'individu, en tant qu'affaire d'entreprise, il ne faut pas oublier qu'il s'agit également de tout un modèle de société. En fait, si vous permettez, je vais un peu prendre 2 ou 3 minutes. Je souhaite revenir sur des statistiques qui ont été établies en Australie, par exemple. Donc, il y a des pays qui ont, comme l'Angleterre ou l'Australie, qui disposent de statistiques qui leur permettent un peu de monétiser ce que tous les problèmes liés à la santé mentale leur coûtent en termes d'argent. D'accord? Et les chiffres sont alarmants. Je prends le cas, par exemple, d'une étude qui a été publiée par le Royal Australian and New Zealand College of Psychiatrists en 2016. Alors, il estime que les maladies liées à la santé mentale peuvent coûter à l'économie jusqu'à 60 billions de dollars par année. Alors, là, on parle vraiment les chiffres sont très alarmants. Alors, dans le cadre d'une autre étude qui a été effectuée par KPMG, en collaboration avec une organisation non gouvernementale, Mental Health Australia, en fait, l'idée, c'était de proposer à travers cette étude une réforme nationale pour le bien-être, d'accord, pour améliorer la santé mentale de la communauté en général, et avec un objectif de proposer des interventions et le fait d'estimer ce que ces investissements pour améliorer la santé mentale et le bien-être peuvent apporter comme retour sur investissement. D'accord? Alors, parmi les recommandations, il y avait des volets qui étaient orientés spécifiquement donc, au bien-être au travail. Et ils ont estimé que si des efforts sont effectués, si des interventions, si on a des programmes destinés à l'amélioration du bien-être au travail, ils peuvent réaliser des économies allant jusqu'à 4,5 billions de dollars et à travers en fait ces actions. Alors là, je vais revenir sur la question de retour sur investissement. C'est une question c'est un enjeu actuel pour la fonction RH. Vous savez, tout ce qui est dépenses liées, je pense que Sarah en a parlé tout à l'heure quand elle a évoqué la question de budget. Alors, quand on parle des dépenses liées aux pratiques GRH, on estime toujours que ce sont des charges, d'accord? Alors qu'il faut les considérer comme étant des investissements. L'enjeu ou bien la difficulté auquel est confrontée la fonction RH aujourd'hui, c'est d'essayer de quantifier ou de monétiser le retour sur investissement. Là, je parle des pratiques GRH en général, mais aussi des programmes ou bien les interventions, les actions qui sont destinées spécifiquement à l'amélioration du bien-être au travail. Donc, on doit sortir de cette vision de charge, raisonner investissement, on doit raisonner retour sur investissement parce que si on va être engagé dans une politique générale qui a pour objectif l'amélioration du bien-être au travail et la santé mentale au travail, on ne doit pas ignorer que ça va faire beaucoup gagner.
Alors, que ce soit au niveau individuel, que ce soit au niveau entreprise, que ce soit donc au niveau économie, si on va partir donc dans une vision beaucoup plus globale. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a certaines entreprises, malheureusement, qui favorisent la quête à maximiser les profits au détriment du facteur humain. Et c'est parmi les raisons qui sont à l'origine du mal-être au niveau des entreprises aujourd'hui. Mais quand on raisonne de cette manière, on est en train de rater quelque chose. Si on investit dans la santé mentale, si on investit dans des actions qui ont pour objectif d'améliorer le bien-être au travail, le gain serait maximisé. D'accord? Et donc, pour moi, il faut raisonner, c'est une affaire de société, c'est une affaire de communauté. Donc, il faut raisonner en termes de réforme nationale, pourquoi pas. Et il ne faut pas, comme j'ai dit, considérer ces éléments comme étant des charges, mais plutôt comme des investissements. Le dernier point sur lequel je souhaite mettre l'accent, c'est qu'on ne doit pas investir ou bien dépenser réaliser des dépenses pour des programmes liés au bien-être au travail uniquement quand on a un surplus ou bien des fonds excédentaires. Non, c'est un élément qui est très important. Je pense que les entreprises aujourd'hui sont appelées à repenser leur business model pour intégrer le bien-être et pour intégrer le flourishing de manière générale, de manière durable, donc au niveau de leur business model. Voilà, je vous remercie. Vous avez entendu professeur Fatem Zahra, Siraji, brièvement, il a dit qu'il faut changer notre façon de voir les choses, investir et non pas penser budget ou un coût, mais c'est un investissement qui va bien sûr avoir un retour sur investissement sur le collaborateur et on doit faire des réformes et un effort dans les entreprises, comme au niveau, bien sûr, au niveau entreprise comme au niveau national pour investir dans ce sens. Madame Maïda, un dernier mot. Qu'est-ce que vous pensez, vos recommandations? D'accord. Donc, puisque Madame Siraji a déjà évoqué le concept de Chief Happiness Officer, ou bien le responsable de bonheur, comme on aime l'appeler ici, j'aimerais bien donner quelques petites précisions parce que je sais que c'est un poste qui fait rêver plusieurs personnes et c'est une ouverture de carrière pour les personnes qui sont en RH ou bien d'autres. Donc, il faut juste savoir que ce poste, il est né au cœur de la Silicon Valley il y a 10 dizaines d'années et il se situe en fait en interaction avec les fonctions RH, la communication interne et aussi la transformation digitale. Donc, c'est très bénéfique d'un petit peu de savoir les notions de chaque. Et la personne, préférablement, elle doit être dotée de qualité de management, de communication interne et aussi de notions de psychologie. C'est très, très important. Quand il s'agit de l'être humain, la psychologie, elle est très, très primordiale. Voilà. Donc, pour moi, un dernier mot, Amine, c'est, s'il vous plaît, la démarche, il faut bien comprendre que la démarche de bien-être et de qualité de vie dans l'entreprise, elle doit être sincère. Parce que depuis tout à l'heure, je mets l'accent sur le lien social. Il faut s'intéresser à l'être humain. Donc, la sincérité, c'est un élément qui est très, très important. Le volet financier, pour moi, il n'est pas très important. Si l'entreprise, il arrive à faire des actions qui sont simples, mais qui sont sincères et ciblées, elle va en profiter, elle va gagner, elle va faire impliquer les collaborateurs. Parce que si l'élément de la sincérité et de la transparence et de la clarté, il n'est pas présent, ces actions, ils vont être juste du catalogue, ils vont être juste un catalogue qu'on montre à nos partenaires pour la RSE et d'autres. Donc, vraiment, il ne faut pas oublier cette dimension qui est très, très importante parce que sans la sincérité, sans l'engagement et sans l'implication de tout le monde, le bien-être ne va pas être réalisé. Et voilà. Merci. Donc, être authentique, être responsable. Exactement. Être humain. Être humain et non pas insulter l'intelligence des gens. Il faut être intègre aussi et comme vous avez dit avant, il faut bien sûr mener les gens ou manager ou gérer les gens avec exemple. Ça veut dire que les actions montrent qui vous êtes exactement. Exactement. Oui, merci. Madame Sarah, c'est à vous la parole. Merci. Moi, j'aimerais bien conclure avec un concept qui a un attrait culturel. En effet, notre webinaire, il est intitulé Bien-être et travail. Bien-être
ou travail. En fait, depuis l'Antiquité, travail rime avec souffrance. Pour les philosophes grecs, en effet, le travail était la malédiction imposée aux êtres humains. C'était une punition qui était vraiment limitée aux seuls esclaves, à la différence des gens libres. Même de notre temps actuel, ce travail rime toujours avec souffrance pour beaucoup de personnes. C'est source de mal-être, c'est source de stress, c'est source de problèmes qui peuvent aller à l'extrême et devenir des problèmes de santé mentale qui peuvent même mener au suicide. Et même dans notre culture marocaine, le travail, ça a toujours eu cette connotation négative. Travailler, c'est un drb tamara, c'est le korfi, c'est une hezlet. Donc, c'est vraiment une perception qui est très négative par rapport à ce concept de travail. Je pense qu'un élément très important actuellement, c'est de humaniser cette notion de travail et de donner à cette notion de travail un sens et la doter je ne sais pas comment exprimer, mais la doter de qualificatifs et d'environnement qui va rendre une personne heureuse de partir travailler. Il faut que nos sociétés, nos entreprises, que ce soit publiques ou privées, qu'elles soient conscientes de ce concept et améliorer leur mode de gestion, leur business model autour de flourishing. Il faut savoir que voilà, pour avoir une performance, il faut que d'abord les êtres humains qui travaillent pour vous, ils doivent être épanouis pour pouvoir donner. Donc, il faut vraiment que tout le business model de l'entreprise soit axé vers le flourishing. Je pense que ça va avoir énormément d'impact positif sur la productivité et la performance. Et lorsque je parle de business model, je ne parle pas d'actions limitées dans le temps et ponctuelles, les team building. Je sais que ce sont des axes très importants, c'est très satisfaisant, c'est intéressant, mais ça, à mon sens, ça reste quelque chose qui perd de son intérêt une fois consommé. C'est pas durable, c'est éphémère. Une fois qu'on a la chance, on veut passer à autre chose. Je parle de modes de gestion, de mesures structurelles, d'aspects liés aux pratiques RH, d'aspects liés à un management responsable, positif et bienveillant. Donc, que l'on révolutionne cet état d'esprit pour qu'il soit autour du bien-être. Et merci. Très heureux d'entendre ces bonnes paroles, ces deux mots de Madame Razir que dans l'optimisme total, même, je vais dire, que vous travaillez dans le secteur public toujours. Merci beaucoup, Sarah. Madame Samia Bouchkroun, dernier mot. Alors, mon dernier mot serait plutôt une recommandation au niveau de l'entreprise puis du salarié. Alors, ma recommandation pour l'entreprise, pour toutes les entreprises, que ce soit au niveau du secteur public ou du secteur privé, c'est-à-dire malgré les bouleversements organisationnels, structurels, économiques, la crise Covid, les spéculations, les bulles spéculatives financières, il ne faut pas tomber dans le piège, comme j'ai dit, de l'individualisme ou du gain à tout prix. Ou du management de violence, parce que tout simplement, c'est ces rapports de violence entre managers, salariés, collaborateurs, collègues qui mènent effectivement à des burn-out, à des suicides qu'on entend malheureusement chaque jour et un peu partout, que ce soit au Maroc ou même au niveau international. Mais plutôt être dans une culture de bien-être, c'est ce que je veux dire. Et Sarah a parlé Madame Zahra, pardon, a parlé de spontanéité, de sincérité. Effectivement, même la culture de bien-être doit être sincère. Mis à part le côté financier, budgétisation, etc., ça doit être vraiment sincère et ça doit commencer depuis la sélection des candidats et je dis bien la bonne sélection, c'est-à-dire qu'il faut vraiment mettre un expert parce que des fois, on a des profils par timidité peuvent montrer effectivement un mal-être, mais vraiment, il faut qu'il y ait des experts pour la bonne sélection des candidats qui vont rentrer dans la culture de l'entreprise qui est de bien-être et donc jusqu'à effectivement l'intégration, puis la formation et bien sûr une bonne carrière au niveau de l'entreprise. La deuxième recommandation serait du côté du salarié. Et donc, au fait, le salarié, de notre nature, on est tout le temps dans l'entreprise doit faire, mais on oublie aussi ce que le salarié doit faire, les obligations du salarié. Je suis l'entreprise quand même. Et donc, au fait,
salarié, à mon sens, ne doit pas être que récepteur du bonheur et du bien-être, de la qualité de vie, de l'épanouissement, mais il doit être aussi acteur du bien-être. C'est-à-dire, La proactivité, c'est ça? voilà, je parle de proactivité. C'est-à-dire aujourd'hui, comme on dit, it's a give and take strategy. C'est-à-dire, c'est du donnant. Du moment que l'entreprise, elle donne les bonnes conditions de travail, elle est là pour écouter, pour dialoguer. Je ne fais pas l'avocat du diable, mais je dis la réalité des choses. Il faut que le salarié aussi soit reconnaissant et fait de son mieux aussi pour propager ce bonheur. Après, dire que aussi le sourire est gratuit, donc ça sert à beaucoup de choses de sourire le matin et de propager des ondes positives au niveau de l'entreprise. Donc voilà, c'était en tout cas merci beaucoup, ça m'a fait plaisir d'assister Merci à vous, Samia. On sent l'énergie positive dégagée de vous. Merci beaucoup. Merci, cher panel, nos invités. Merci, Ravi Amine. d'être parmi vous ce soir. Vous avez entendu, Merci, le plaisir est partagé. chère audience, que le bien-être au travail, quelque chose qu'on peut arriver à. Bien sûr, il y a beaucoup de travail à faire à ce bien-être, bien sûr, pour promouvoir l'épanouissement, que ce soit dans le secteur privé, que ce soit dans le secteur public. C'est possible. Et comme Mme Samia Benchkouron, c'est une affaire d'entreprise, une affaire aussi du salarié, du personnel, dans leur proactivité. Merci beaucoup, mesdames, pour votre temps, ce que vous nous avez consacré, votre intervention pertinente. Je rappelle que vous êtes comme des expertes dans ce bien-être. Attendez-nous périodiquement, bien sûr, à des tables rondes, comme bien sûr on va recevoir des keynote speakers au niveau national comme des niveaux internationaux, ici organisés par HEFI, Human Flourishing. Je vous remercie tous. Bonne soirée. Merci à vous aussi. Merci beaucoup. Bonne soirée. Prenez soin de vous et de votre santé. Et surtout, restez souriants. Promis, Samia. Au revoir. Au revoir. Merci. Bye bye.